Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la présentation du livre La France face au mondialisme, le nouveau paradigme, écrit par Jean-Yves Dufour. Donc le voici, je pense que vous le voyez. Donc on va commencer tout de suite. Jean-Yves, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, oui, Jean-Yves Dufour, donc j'ai 27 ans. Donc je viens de publier l'ouvrage La France face au mondialisme. Au niveau de mon parcours, pour parler rapidement, moi j'ai fait des études pluridisciplinaires parce que j'ai à la fois une formation de philosophie et de sciences dures en mathématiques et informatique. Donc voilà, aujourd'hui je suis ingénieur. Et donc j'ai publié donc ce livre-là qui est accessible à tout à chacun. Il comprend un lexique, un dictionnaire, et même les gens qui n'ont pas fait spécialement d'études d'histoire ou d'économie, ou bien qui ne regardent pas l'actualité systématiquement, peuvent comprendre ce qui est écrit. Et les tenants, les aboutissants, voilà, tout est analysé. Tu as quel âge? Donc j'ai 27 ans. 27 ans, ouais, tu l'avais dit. Oui. Pourquoi est-ce que tu as rédigé ce livre? Est-ce que tu avais un but derrière la tête ou... Ouais, alors en fait j'ai fait des recherches beaucoup pour moi. C'est-à-dire que je sentais politiquement notamment que les choses clochaient, c'était difficile à comprendre, on saute du coq à l'âne, il y a une information ou une autre, mais il n'y a pas tellement de fil conducteur, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de globalité. Et tout ça paraît pas très cohérent au final, quand on n'a pas le recul justement. Et donc j'ai fait des recherches assez diverses, d'histoire, d'économie, de finance, que même j'étais amené à croiser dans mon parcours, parce que j'ai fait de la finance. Et un peu de théologie aussi, donc de la philosophie. Enfin tout ça vraiment est lié, plus qu'on ne peut le penser au premier abord. Et donc après 4 ans, presque 5 de recherche, j'ai réussi à dégager une vision du monde assez cohérente de tout ça, donc qui était désormais lié dans mon esprit. Et donc j'ai voulu en fait en faire profiter les autres, plutôt que cette recherche qui est longue, qu'elle soit utilisée. Faire profiter les autres, tu veux dire que tu as pris conscience de certaines choses et que tu as voulu partager ton savoir parce que tu trouvais que c'était important que les gens soient informés? Alors effectivement, oui, c'est la quête de la vérité, c'est à peu près la même histoire, sauf que là les conséquences étaient graves. Parce que nous notamment, c'est pas la vérité pour la vérité, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand on voit qu'il y a des personnes, bon, moi je parle de la France, mais c'est la même chose en Europe et on peut élargir au monde, des gens qui vont travailler pendant 30 ou 40 ans et au final qui n'auront rien, qui pourront rien léguer à leurs enfants, ou bien des gens qui vont même pas trouver ce travail-là et qui vont vivre comme des miséreux, alors qu'on est quand même aujourd'hui, on produit de la richesse, on peut donner à manger à tout le monde si on le veut, c'est pas une fatalité. Donc j'ai trouvé que c'était suffisamment grave pour que ce soit préoccupant et que ce soit dit. Donc là j'essaye de sensibiliser les gens au fait qu'on n'est pas impuissant et ce qui se prépare. Là on parle d'austérité, mais quand j'ai commencé mes recherches on n'en parlait pas, mais on sentait quand même que on va dire une catastrophe économique était proche, une catastrophe sociale surtout. Donc, tu m'as dit également que ton livre s'adressait à tous. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis sur Oui, alors je pense notamment aux gens qui sont pas des militants politiques ou syndicalistes, des jeunes engagés qui ont le temps aussi. Quand on est jeune, on a le temps de s'intéresser. Quand on travaille, quand on a une famille, on s'occupe de ses enfants, de son travail, on a moins le temps de s'intéresser à tout ça. Et en plus, c'est justement ces gens-là qui produisent et qui se font avoir en fait, puisqu'ils payent systématiquement, qui payent les pots cassés, quoi. Donc moi j'ai voulu m'adresser à eux avant tout, et pas à des gens qui sont déjà engagés, qui connaissent certains combats sociaux, bien politiques, qui soient nationalistes ou communistes, enfin des combats politiques. Voilà, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Qu'ils soient au chômage ou pas, c'est-à-dire quand je dis qu'ils travaillent, c'est pas, je dis pas que c'est un livre qui est en même temps accessible à tous, que ce soit aussi bien au niveau de la manière dont tu t'exprimes, etc. Oui, et puis en même temps, je pense que c'est assez agréable à lire, enfin je veux dire retour là-dessus. C'est à la fois sérieux et agréable, quoi. Même si ce qui est dit peut être dur, et évidemment très compréhensible pour tout un chacun, je pense.
chaque personne, c'est pas un ouvrage élitiste, quoi. Et en même temps, ben, justement, ce que tu peux... Et c'est précis, c'est-à-dire que tout est référencé, voilà, tout est cité. Est-ce que tu as un éditeur, enfin, comment... Un peu l'histoire de la... Comment dire, comment t'en es arrivé à le sortir, finalement, parce que c'est bien beau d'avoir fait des recherches, etc., d'avoir l'envie de partager, mais je me doute que ça doit pas être évident de sortir le livre au final, quoi. Ça a dû te prendre du temps, etc. Oui, alors au niveau de l'édition, moi je suis parti pour m'auto-éditer, c'est-à-dire que je l'ai fait tout seul, essentiellement pour des raisons pratiques, en fait pour des raisons de prix de vente. Parce que pour moi, que je passe par un éditeur ou pas, j'aurais grosso modo la même chose. Mais par contre, le lecteur va payer, si je passe par un éditeur, l'autre prend une marge, il doit avoir des commissions. Donc, du coup, le tarif va augmenter. C'est un livre de 300 pages, il fait 9 euros. Il faut savoir que ça n'existe, enfin, vous pouvez regarder, ça n'existe pas dans le commerce, c'est minimum 17 euros un livre de 300 pages. Donc là, du coup, tout est pour ma pomme. Ça permet aux gens, pour moins de 10 euros, d'avoir quand même une vision assez synthétique de la situation passée, présente, et malheureusement à venir. Hein, on se trompe rarement en pronostiquant la crise, hein, on y est toujours, contrairement à certains qui disent qu'on l'a dépassé. Ça fait combien de temps que ton livre est sorti? Il est sorti fin décembre 2011. Fin décembre 2011, voilà, c'est très récent. 9 mois. D'accord, ok. Et ça va pour l'instant? Enfin, je veux dire, tu as eu beaucoup de retours. Enfin, je ne vais pas parler de chiffres de vente, ça fait 6 mois, et puis en même temps, vu que tu ne passes pas par un éditeur, etc., c'est un travail de fourmi, voilà, c'est plus du bouche à oreille, etc. Pour le moment, après peut-être ça généralisera, mais oui, c'est quoi ta question? Si tu avais eu des retours, voilà. Les retours que j'ai. Moi j'ai deux types de retours, et c'est que c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du travail, des recherches, que tout est systématiquement référencé, donc quelqu'un qui ne croirait pas peut vérifier l'information. Et que c'est agréable à lire. Vraiment, c'est pas chiant, quoi, parce que ça pourrait être chiant. Des tas de livres, on lit l'économie, de la politique, même si c'est intéressant, c'est quand même pas très agréable de lire. Là, ça reste assez lisse. J'ai trouvé également que c'était très agréable à lire, très clair. Donc, voilà, on va parler justement du contenu du livre maintenant. Oui. Il y a globalement 3 grandes parties. On va parler de la première grande partie, la souveraineté. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la souveraineté? Alors, effectivement, sans délivrer tout le bouquin. Oui, évidemment. Bon, moi, j'explique ce que c'est. En fait, c'est une sorte de prérequis. C'est-à-dire que c'est la France face au mondialisme, hein, l'ouvrage. Il y a une partie sur l'Europe qui est une sorte de marchepied du mondialisme, mais à la base, il y a la souveraineté. C'est-à-dire que tant qu'un État est souverain, c'est-à-dire qu'il est libre. Donc il est libre, c'est-à-dire qu'on soit en démocratie ou pas d'ailleurs, hein, peu importe le régime institutionnel en place, c'est le peuple qui est souverain, ou bien le roi, le tyran, peu importe, qui choisit l'orientation générale du pays. Donc ça veut dire au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau politique, au niveau de l'armée, il y a le pouvoir militaire, et il intervient ou pas en fonction de ce qu'il veut. Au niveau des frontières, qui est-ce qui passe passe pas, au niveau des produits qui rentrent ou qui rentrent pas, ou sous quel quota, enfin, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on a la liberté. Aujourd'hui, clairement, on ne l'a plus. Dans tous ces domaines-là, le dernier en date, c'est la souveraineté budgétaire, hein. C'est le dernier pan de souveraineté qui s'écroule, avec le fameux TSCG, là, le traité européen sur le budget. Voilà. Donc j'explique en gros qu'est-ce que la souveraineté dans tous ces différents pans, et ensuite en quoi c'est vraiment indispensable, parce que c'est pas un dogme, c'est pas dire moi on veut être souverainiste parce que c'est à mode ou pas, ou parce que c'est plaisant, ou pour des arrière-pensées politiciennes. C'est parce que c'est vraiment la liberté du pays, donc des gens qui vivent dans le pays. Hein, c'est vrai qu'on nous encourage depuis déjà pas mal d'années, je trouve, à aller à l'encontre de toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire vraiment, il n'y a plus vraiment de, comment dire, ce qui nous amènera de toute façon au deuxième thème que tu abordes, l'Union Européenne, enfin voilà. C'est principalement dans l'Union Européenne qui phagocyte en fait notre souveraineté. Il y a pas qu'elle, bien sûr, mais c'est un cas d'école, et c'est le plus emblématique et c'est le plus puissant aujourd'hui. C'est le meilleur vecteur. C'est ça, donc on va parler peut-être effectivement de l'Union Européenne, hein, c'est la suite logique, je dirais. Enfin, j'ai trouvé que c'était très logique. Oui, alors en fait, je voulais m'arrêter là dans un premier temps, expliquer simplement en quoi l'Union Européenne est mauvaise pour nos libertés, et pas du tout comme on le dit. Donc en fait, je reprends les 8 ou 9 principaux arguments qu'on entend toujours sur le bénéfice qu'on retire de l'Union Européenne, et j'expose le côté obscur, en fait, hein,
le versant négatif, et en fait il y a plus évidemment d'inconvénients que d'avantages. D'ailleurs il suffit de regarder la situation actuelle, depuis qu'on y est, c'est pire que quand on n'y était pas, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, ce serait pire si on en sortait par exemple. L'histoire a prouvé que pour l'instant c'était pas le cas. J'appelle les gens à être eurocritiques, à réfléchir plus loin que la propagande officielle qui est systématiquement pro-Union Européenne. D'ailleurs les réponses c'est comme le communisme, c'est-à-dire que quand le communisme ne marchait pas, on nous expliquait, Brejnev ou les autres disaient c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de communisme, et vous verrez quand on fera vraiment le communisme intégral, ça sera mieux, ce sera génial. C'est pareil avec l'Union Européenne, dès qu'on dit mais là ça marche pas, il y a un problème, on dit non mais c'est parce que c'est pas encore assez communautaire, c'est pas encore assez centralisé à Bruxelles, mais dépouillons-nous encore de ce qui nous reste, et là vous verrez ce sera fantastique. C'est les mêmes arguments qu'en URSS. D'ailleurs il y a un ancien dissident soviétique, Vladimir Bukovski, qui dit ça clairement, c'est-à-dire il a énoncé d'ailleurs au Parlement européen, il appelait ça l'URSS. Il fait le parallèle, il a intervenu, il disait je connais votre avenir, ça n'a pas marché. Donc clairement le parallèle est flagrant. C'est vrai qu'en plus quand on voit... On parle de dictature, je veux dire. Quand on voit dans l'actualité très récente la situation de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, bon, c'est le début de la fin quelque part. Ils tombent les uns après les autres, alors les plus faibles d'abord, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la France et l'Allemagne. Donc on va arriver au troisième thème qui, comme tu l'as remarqué, tu voulais t'arrêter à l'Union Européenne, tu as ensuite décidé donc de parler du nouvel ordre mondial. Oui, alors parce que on va dire c'est plus sulfureux, donc ça nécessite de faire des recherches plus approfondies, vraiment de retrouver les citations originales, les organisations telles qu'elles sont et pas telles qu'on les fantasme, que ce soit pour les surestimer ou les sous-estimer. Donc c'est du travail supplémentaire. Et surtout ça peut faire peur aux gens parce que tout de suite, quand on parle de ça, pendant longtemps on nous a dit théorie du complot, conspirationnisme. Tout à fait. Donc finalement j'ai essayé de faire quelque chose d'assez neutre, d'assez objectif. Donc vraiment il y a des tas de choses que je soupçonne, que je sais mais que j'ai pas retrouvé les sources exactes, que j'ai pas pu prouver. Je m'en suis vraiment tenu à ce qui est démontrable et qui est vérifiable par tout un chacun. Donc voilà, j'ai réussi à faire là-dessus une petite synthèse pour mettre finalement en perspective l'Union Européenne dans ce contexte mondial. Et en fait on voit que l'Union Européenne c'est pas une fin en soi, c'est un des blocs qui composera le futur, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Il le décline, ça peut être gouvernement mondial comme dit Jacques Attali, gouvernance mondiale, gouvernance internationale. Oui, en fait c'est la même chose. C'est une gouvernance globale. C'est la centralisation de tous les pouvoirs. Voilà. Donc, ça passe par l'ONU, bien par législatif, etc. Voilà. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, pour tout ce qui est l'organisation commerciale du monde, en fait. Il y en a déjà beaucoup, qu'on prenne effectivement l'OMC, l'ONU, l'OTAN, au niveau militaire, l'OTAN, bien sûr. L'OMS, j'ai envie de dire, il y a toutes ces institutions, entre guillemets, mondiales existent déjà et donnent plus ou moins une direction aux États membres, du moins. Il n'y a pas tous les États qui sont membres de l'ONU ou des autres organisations. Il y a beaucoup de pays, effectivement, mais ça donne déjà une direction. Enfin, c'est pas non plus nouveau pour la plupart, mais c'est vrai que c'est de plus en plus... Ces organisations-là prennent de plus en plus le pas sur les nations. Oui, et surtout, ça prouve que quand on parle de gouvernement mondial à terme, c'est pas une chimère. Il est prêt à être... Il ne surgira pas ex nihilo, il est déjà mis en place progressivement, il ne restera plus qu'à serrer les dernières vis et l'ensemble sera présent. Donc, et d'ailleurs c'est ce que dit Jacques Attali, il faut l'écouter, il faut le lire, il est très lucide sur ces questions-là. Donc j'invite les auditeurs et les spectateurs à le lire, voilà, et à le prendre au sérieux surtout. Donc pour conclure, on a parlé de souveraineté, d'Union Européenne, de nouvel ordre mondial. On a bien compris le message. Est-ce que tu aurais des solutions à proposer ou quelque chose à préconiser pour... je suppose qu'on a compris que nous étions contre tout cela, on va dire, pour un retour à un développement possible, pas aux conclusions auxquelles tu es arrivé dans le livre, on va dire. Mais qu'est-ce que tu peux préconiser justement pour aider, pour résister, pour oui, tu as des conseils? Dans un premier temps, c'est l'information.
Hein, Lucie Aubrac, une résistante, disait la première arme de la résistance, c'est pas la mitraillette, et pourtant elle savait de quoi elle parlait, c'est l'information. Donc il faut effectivement, moi, le fait que le livre soit accessible à tous, le but était d'essayer de propager l'information assez simplement. On peut même le prêter, je veux dire, on n'est pas que les gens en parlent autour d'eux, à leur famille, à leurs proches, sans les saouler. Hein, le but c'est pas d'agacer les gens, mais de leur faire ouvrir les yeux, de prendre du recul aussi. C'est-à-dire qu'ils lisent mon livre à la limite ou un autre. Le but c'est aussi de prendre l'information avec des pincettes, quoi. S'interroger jusqu'à la nature de l'information qu'on nous montre. Quand on voit, il suffit de regarder un JT pour voir toutes les bêtises qu'on nous montre, qui n'ont aucun sens. Pourquoi tel fait divers et pas tel autre, enfin, c'est pas très sérieux tout ça, quoi. On nous montre en fait les conséquences et pas les causes, quoi. Moi je trouve même que bien souvent, le gros problème de l'information, c'est que peu importe le JT, etc., ils vont tous dans le même sens, quasiment. Et en plus, oui, il y a une espèce de... C'est ça qui est très dangereux, puisque quelque part, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'opposition, ou c'est comme ça et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de deuxième discours. C'est-à-dire qu'on demande de se taire, il y a un consensus qui doit se dégager, et par la force, quoi. Donc par la force, en fait, c'est par le travail, hein, notamment un journaliste, par exemple, qui va s'écarter, on va le mettre dehors, par exemple, on va lui dire tu n'en parles pas. Il y a même plus d'autocensure que de censure, finalement. Parce que comme les gens craignent plus ou moins de dépasser, on appelle des dérapages, hein, ils vont franchir la ligne jaune, alors on ne sait pas trop, c'est virtuel, mais les gens sentent où elle est, et d'eux-mêmes, ils ne la dépassent pas. On n'a pas besoin de leur répéter, tu ne parles pas de ça, ils savent, hein, eux-mêmes, ce qu'ils ont le droit de dire, et ce qui est plus dangereux d'aborder. Voilà. Tu penses l'avoir dépassé ? Non, en tout cas dans le livre, non. Non, je pense que c'est du bon sens, quoi. Le fait que ce soit prouvé, en plus, c'est pas des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Oui. Mais ce qui est dans le livre, tout le monde peut le vérifier. C'est plutôt, je dirais presque une méthodologie. Simplement, ça permet de remettre les choses dans l'ordre. En plus, c'est très progressif. Voilà. Mettre les choses dans l'ordre, les relier les unes entre les autres, les causes primordiales, et puis au fur et à mesure, les conséquences que ça a donné. C'est pour ça qu'on peut limite, au niveau politique ou social, en déduire en fait les solutions. C'est-à-dire que si on revient à ce qu'il y avait avant, sans toutes ces excroissances supranationales ou européennes, rien que ça, ce sera déjà bien. Si on peut revenir, par exemple, sur au niveau monétaire, un étalon, enfin vraiment des choses très simples, rien que ça réglera beaucoup de problèmes. Tu n'as pas eu de problème, justement Non. Depuis la sortie de ton livre, pas de menace, rien du tout? Non, j'ai jamais eu de problème. Par contre, il n'est pas non plus... j'en ai pas écoulé 15 000, donc les gens qui peuvent éventuellement poser problème n'en ont peut-être pas connaissance. Ouais, puis à ce mais je pense que je risquerais, en plus il a été vérifié par un avocat, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Après, moi, est-ce qu'on peut me faire taire? Je pense que ça n'aurait pas de sens à mon échelle, à mon niveau, d'essayer de me faire taire. C'est pas utile. Non, mais c'est une question comme une autre. C'est une question que je me posais, donc je pense que les gens ont pu se la poser également. Alors après, oui, quand on parle de moyens de résistance, moi j'encourage quand même à manifester, ne serait-ce que pour un référendum sur le traité budgétaire européen. Parce que c'est vraiment la dernière forme de souveraineté, en plus une prérogative historique du Parlement, le budget. Qu'est-ce qu'on va nous expliquer demain? On vote le budget, mais alors on ne peut pas l'utiliser comme on veut, c'est des commissaires à Bruxelles qui sont élus par personne, qui vont choisir les impôts français à quoi ils vont servir. C'est pas sérieux, ça s'appelle une dictature, hein. Ou alors on met un pays sous curatelle, ce serait un peu ça l'image. 60 millions de Français plus 350 millions d'Européens en fait, qui seraient sous curatelle bruxelloise. C'est déjà quasiment l'État européen aujourd'hui. Voilà. La France, elle n'existe qu'en façade. Donc l'Europe est au-dessus, que ce soit au niveau législatif, économique, etc. Pour faire simple, on va dire. Il nous reste des choses à gérer. Il faut quand même. Il y a deux choses. Pas les choses les plus importantes. Il ne nous reste pas que le tourisme et la culture à gérer. Il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, c'est-à-dire qu'on peut aussi interpréter les textes, et les Français ont beaucoup de mal à utiliser les libertés dont ils pourraient disposer. Les Allemands, par exemple, se posent moins de problèmes. Bon, eux, ils sont déjà dans un État fédéral, donc au niveau des Länder, c'est un peu plus libre, mais n'empêche qu'au niveau national, ils prennent plus de liberté que nous. Nous, on est systématiquement, on va dire, repentants, c'est une idéologie qui veut que la France se soit de mal.
hein, c'est la colonisation, c'est la collaboration. Et en fait, on doit disparaître, quoi. Pour vraiment se faire pardonner, de manière ultime, il faut qu'on disparaisse et qu'on s'écrase définitivement. C'est pas la solution. Hein. Et surtout pas pour le peuple français, qui n'y est pour rien. Aujourd'hui, les gens n'ont pas colonisé, n'ont pas collaboré. Aujourd'hui, il y en a très peu. Hein. Ce sont les ancêtres. Hein, donc voilà, donc on n'est pas redevable. Même s'il faut assumer l'histoire de France, mais c'est pas pour ça qu'on doit nous faire disparaître. D'accord. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu as... Bon, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, bah, le mot de la fin, c'est toujours de réfléchir, de s'instruire, de se cultiver, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend. Et même de réfléchir en amont, je dirais, sur les méthodes de réflexion, justement, les méthodes d'apprentissage, les méthodes de manipulation aussi. Hein, de la part que ce soit des journalistes, des enseignants, il y a même des enseignants qui se plaignent qu'eux-mêmes on leur impose des méthodes de manipulation vis-à-vis d'eux, quoi. Pas seulement par rapport à leurs élèves ou leurs étudiants, mais entre eux, vis-à-vis de l'administration générale. Il faut vraiment pouvoir sortir de ce carcan intellectuel, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bah, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup. Je vais vous remontrer le livre. Hein. De toute façon, vous trouverez toutes les références sur ton site. Hein. On va donner l'adresse juste après. Donc voilà, vous faites une recherche Google, je pense que vous tomberez dessus. Et sinon, le site... Alors c'est francevsmondialisme.sitew.fr. Voilà. Bon, et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.